Qu'est-ce que c'est justement les résultats de la science en train de se faire? La science en train de se faire, on prendra l'exemple par exemple de la science du climat, où manifestement vous aurez des travaux scientifiques qui vont fournir un certain nombre de modèles. On va considérer que c'est peut-être pas... peut-être que dans 10 ans, ça aura évolué de manière plus ou moins rassurante ou moins rassurante. Mais, de quoi en général ou... Quel est le contenu de ces résultats est-ce que c'est dangereux ou pas finalement sur les OGM ou... Oui. Alors, je pensais que votre question, c'était une question plus générale sur la science en train de se faire ou la science établie. Je pense qu'il n'y a aucune raison de parler des OGM en général. Ça va de toute façon nécessiter de les distinguer au cas par cas. C'est-à-dire qu'une lignée qui va être tolérante à un herbicide, ça n'a pas la même problématique qu'une lignée qui est résistante à certains insectes ravageurs. L'insecte ravageur, on se posera évidemment de manière tout à fait prioritaire l'impact sur, par exemple, ce qu'on appelle les organismes non cibles. On veut tuer une chenille de papillon qui va causer d'énormes dommages, on ne va pas tuer un joli papillon. Voilà. Donc il faut arriver, et j'imagine que c'est peut-être la même chose dans le cas des produits phytosanitaires, ça va être de plus en plus difficile de mettre sur le marché des produits qui ont un impact pléiotropique, qui vont avoir des dégâts collatéraux, mais c'est une bonne évolution. Mais la science est sollicitée là pour le vérifier. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on sait sur les données environnementales. Il y a eu des données importantes. Je ne pense pas, pour prendre l'exemple du maïs MON 810, je ne pense pas qu'il y ait le moindre indication qu'il y a un dommage inacceptable pour l'environnement, notamment sur les insectes non cibles. Voilà, c'est remarquablement efficace. Et finalement, un dommage, il y a eu des analyses là-dessus qui ont montré que l'impact d'un insecticide chimique en comparaison était plus important. L'insecticide chimique n'a pas non plus, dans ce cas-là, une action dévastatrice, mais il a un impact. Quand on compte les insectes qui sont dans le champ, vous avez fait un épandage de l'insecticide. L'insecticide chimique non spécifique, il a tué plus d'insectes non cibles que le MON 810. Et donc voilà, ça on sait. Sur les impacts sanitaires, on a aussi beaucoup d'études. Il n'y a rien qui permet de justifier, de dire il y a un impact sanitaire. Je veux dire, pour moi, ça vient appuyer une opposition politique plutôt qu'être basé sur des faits scientifiques, quoi. C'est pas... Là aussi, il y a eu des travaux, je ne peux pas vous les résumer comme ça en 2 minutes, quoi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est en débat, à un moment ou à un autre, dans un journal, sur un site web, il y a toujours derrière un corpus important de recherche. Des dizaines, des fois des centaines de publications qui ont étudié le phénomène. Voilà. Le problème, c'est quand vous avez 100 publications pointues, comment vous faites passer ça dans les médias pour qu'il y ait un débat qui repose sur ces faits-là. Donc c'est extrêmement frustrant pour les chercheurs qui ont travaillé sur le domaine et de voir qu'après, déjà on ne parle pas de ce qu'ils ont fait, et puis on va mettre en avant une étude un peu farfelue, etc. quoi. Donc mais il y a les données, mais le gros challenge, mais il existe à mon avis dans beaucoup d'autres domaines, c'est comment partager cette espèce de montagne de connaissances, mais quand même dans un langage un peu compliqué, et comment on le partage et comment on l'intègre dans la culture générale, et ça c'est un gros problème. Oui, alors merci pour cet exposé vraiment passionnant. Donc on a bien compris qu'il allait incomber aux pays développés de nourrir la planète, et donc qu'il fallait absolument développer la recherche dans les biotechnologies, etc. Mais vous finissez votre exposé en disant que 37% de la production dans les pays développés était jetée à la poubelle, et que ça pourrait nourrir 1 milliard, je crois, d'êtres humains. Et je crois que c'est à peu près le chiffre de personnes sur la planète qui meurent de faim. Donc évidemment, on voit bien il faut faire quelque chose, et la science il faut développer les biotechnologies, etc. Mais j'ai l'impression que c'est surtout, il faut une volonté politique, parce que même si on fait des progrès en science, rien ne remplacera la volonté politique, puisqu'on est capable actuellement de nourrir tous les êtres humains sur la planète. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça en tant que scientifique ?
Bon, d'abord, quand on dit les pays développés, j'ai dit effectivement, c'est l'Europe et les États-Unis et le Brésil qui vont essentiellement devoir faire plus d'efforts. C'est pas parce qu'ils sont développés, hein, en l'occurrence, c'est qu'ils se trouvent, c'est pas un paradoxe, mais c'est un fait, ces géographies, et ça peut s'expliquer, c'est pour ça qu'ils sont développés, parce que les hommes y sont depuis plus longtemps, ces géographies, enfin, les sociétés se sont structurées là, ces géographies ont à la fois les terres, vous prenez les terres les plus riches de la planète, elles sont en Europe, de la Bretagne à l'Oural, elles sont aux États-Unis, elles sont au Brésil. Et ils ont l'eau, c'est tout. Donc, il se trouve qu'ils sont développés, mais le corollaire, c'est simplement les disponibilités. Alors maintenant, vous dites effectivement, je vous ai dit à la fin, parce que je pense qu'on peut parler de science, mais il ne faut jamais perdre de vue ce que chacun peut faire. Les débats sur la science sont des débats extrêmement complexes. Je pense que l'innovation et les types d'innovation dont on a parlé, de biologie moléculaire et de génétique, sont essentiels pour la survie de l'agriculture et ce qu'on fait. Au-delà de ça, et dès aujourd'hui, parce que quand je vous parle de plantes résistantes à la sécheresse, à la salinité, etc., ça sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Dès aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire, et là où le politique peut influer. On sait très bien qu'on a des normes absolument stupides. Les normes d'étiquetage des produits, que ça soit conserve, semi-conserve ou même quelquefois travaillé, qui sont des normes en fait qui concernent essentiellement les qualités organoleptiques. Il faut savoir qu'une conserve, quand vous avez une date dessus, c'est pas une date de pérennité de la conserve, c'est une date de pérennité des qualités organoleptiques de la conserve. C'est ça ce que ça veut dire. Et à partir de là, il y a des millions de ménagères dans les pays riches qui jettent des conserves quand ils voient une date qui est passée, alors que ça n'a rien à voir avec l'aspect sanitaire de la conserve. Bon, et c'est une question d'éducation. Et ce que j'essaye de dire, c'est que la science doit continuer, et que la science avancera, et que l'innovation doit continuer, et qu'on doit effectivement enrichir l'agriculture de ça. Mais à côté de ça, tout chacun que l'on est en tant que citoyen, et ça c'est une action citoyenne et politique, on peut déjà mieux se comporter. Je veux dire, c'est tout simple, ça n'a pas d'autre prétention que ça. Maintenant, je ne suis pas complètement utopique. Je sais que ce n'est pas en 6 mois que d'un seul coup, les 37% de nourriture non touchée par l'homme qui vont à la poubelle vont se retrouver dans les assiettes des gens qui meurent de faim à travers la planète. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est simplement une façon de raisonner qui est une façon purement politique et sociétale qui doit changer. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Ma question s'adresse aux 2 personnes, aux 2 intervenants, et elle est en 2 temps. Le premier, c'est si on part des OGM, finalement, on trouve toujours une bonne raison. Alors au début, il ne fallait pas l'OGM parce qu'il pouvait avoir tel impact, et puis ceci, puis maintenant c'est les abeilles. Donc le fameux OGN, MON 810, maintenant la nouvelle polémique, c'est qu'il détruirait les abeilles. Donc je pense qu'on ne sait pas si c'est lui ou si c'est le maïs à côté. Et donc le fond de la question, c'est finalement, est-ce que la controverse, elle porte vraiment sur la science, et si elle porte pas plutôt sur un choix de société? Et vous n'avez pas du tout parlé du coup d'un autre modèle, c'est-à-dire que quelque part, vous avez montré l'utilité des biotechnologies dans un modèle qui peut résoudre, mais qui est un choix de société, alors qu'on commence à voir apparaître d'autres modèles de développement agricole, enfin, avec des scénarios comme AFTER, etc., qui disent on peut nourrir la planète avec un autre type de modèle. Et je me demandais si finalement, c'était pas tous ces problèmes d'incompréhension technique ou technologique n'était pas plutôt un affrontement, une incompréhension entre des choix de société, voilà, à qui profite le crime quelque part, qu'est-ce qu'on veut Pour les abeilles, manifestement, ce n'est pas en France que l'OGM est responsable de l'impact sur les abeilles, puisqu'il n'y a pas de culture d'OGM. Donc je pense qu'on pourra très rapidement évacuer ce problème. Je rappelle que le principe actif du MON 810 c'est quand même extrêmement spécifique des lépidoptères et ne touche absolument pas les abeilles. On va d'ailleurs faire une publication là-dessus pour bien montrer la chose, parce qu'effectivement c'est un problème qui vient comme ça de temps en temps. Alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais je voulais juste compléter ce qui avait été dit par un rapport qui s'appelle Agrimonde, qui
qui a été publié par l'INRA et le CIRAD, si je me rappelle bien, et qui faisait un peu le bilan sur les perspectives à je ne sais plus combien d'années, de comment nourrir la planète, etc. Donc c'est Agrimonde, hein, je vous renvoie à ce rapport-là qui montrait bien qu'il y aurait pas, tous les pays ne vont pas être autosuffisants, qu'il y a des pays qui vont exporter, etc. Je pense que c'est tout à fait clair, quoi. Donc évidemment, après, il y a la vision politique de la place de l'agriculture dans le monde, dans la société, des visions politiques plutôt anticapitalistes ou plutôt en faveur du libre-échange. Bon, tout ça, c'est un débat les OGM sont un peu pris là en otage dans ce débat, mais qui est un débat politique légitime, mais bon, qui ne s'appuie pas, évidemment, comme tous les débats politiques, ça ne s'appuie pas sur les faits comme ça, scientifiques, quoi. Bon, voilà ce que je pouvais dire. Juste pour terminer, peut-être la divergence que j'ai eue un peu dans votre présentation, c'est qu'il y a peut-être aussi des aspects écologiques du terrain agricole. Je ne vais pas utiliser le terme agroécologie parce qu'il est complètement dévoyé par certains politiciens au pouvoir actuellement, mais il y a bien évidemment aussi, si on veut adapter la plante si on veut que la plante s'adapte à son milieu, il faut aussi connaître le milieu, les interactions entre le sol, la plante, etc. Donc il y a effectivement les biotechnologies, mais il y a aussi des connaissances autres que moi j'appellerais l'écologie scientifique, quoi. C'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il s'agit de toutes les armes de l'innovation. En fait, il ne faut pas résumer toutes les armes d'innovation que nous avons aujourd'hui à des plantes transgéniques. Ce n'est pas du tout ça. Moi, je peux vous dire que sur des recherches qu'on continue à faire dans la société, chez Bayer, par exemple, on sait très bien comment est-ce qu'on peut, avec un certain nombre de produits qui se trouvent être des produits chimiques, aider la plante à mieux résister à la sécheresse. Ce n'est pas simplement... La biologie moléculaire, la génétique, la biologie tout court servent à bien d'autres choses que simplement fabriquer des plantes OGM. Mais je voudrais revenir à votre question, qui est une question tout à fait légitime. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que l'agriculture productrice raisonnée aujourd'hui pour résoudre le problème du défi alimentaire? C'est tout bête. Alors là-dessus... Moi, je vais vous reporter à deux études qui ont été faites il n'y a pas tellement longtemps. Une étude qui a été faite par le ministère de l'Agriculture allemand. Le ministère de l'Agriculture allemand a fait une étude, et bon, en Allemagne, ils ne sont pas taxés d'être des féroces. Enfin, c'est plutôt des gens qui prennent en compte quand même très sérieusement l'agroécologie. Et ce ministère de l'Agriculture allemand a fait une étude pour essayer de voir, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour produire avec des méthodes qui sont des méthodes dites bio, enfin ce qu'on appelle les méthodes d'agriculture biologique, la même quantité de blé dans une province que par les méthodes utilisées aujourd'hui par les agriculteurs. Il n'y a pas d'OGM, mais par les agriculteurs. Et en fait, cette étude montre très clairement qu'il faudrait à peu près augmenter la surface de 80% pour arriver au même tonnage de blé à la fin du cycle agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous extrapolez ça à un pays entier puis à un continent entier, on revient au problème des terres arables. C'est-à-dire que malheureusement, la production aujourd'hui à travers l'agriculture biologique ne peut pas permettre d'utiliser les ressources, enfin dépasse largement les ressources de terre. Il y a une autre étude qui a été faite par également une université, enfin un groupe d'universités aux États-Unis qui s'appelle Slate, qui est un certain nombre d'universités américaines qui ont regardé en analysant et en interrogeant, 14 500 fermiers qui sont des fermiers qui font l'agriculture biologique sur à peu près 8 cultures. Hein. Je cite de mémoire, donc je m'excuse des imprécisions. Et ils ont récolté, donc ils ont posé des questions à ces fermiers, etc. Ils ont posé en fonction des productions qu'ils avaient avant, etc., etc. Et ils sont arrivés à la conclusion que tous ces fermiers, qui sont des supporters de l'agriculture biologique, reconnaissaient que pour arriver à une production équivalente à ce qui se faisait en comparaison d'agriculture raisonnée productive, il fallait augmenter entre 35 et 44% les surfaces qu'ils utilisaient. Donc il y a un problème, hormis le fait que l'agriculture biologique, comme vous le savez, utilise des produits naturels. Il ne faut pas croire que l'agriculture biologique ne fait pas de chimie. Il
faut savoir que quand vous faites de l'agriculture biologique, vous mettez des centaines de tonnes de soufre, de cuivre, de choses qui sont des biocides, qui sont des métaux lourds dans le sol. Vous mettez des milliers de tonnes quelquefois par hectare dans votre ferme. Donc si vous voulez, ce n'est pas sans conséquence. Quand on parlait, vous savez, du ciblage, Marcel disait très justement, l'avantage d'une plante génétiquement modifiée, c'est qu'elle est très ciblée. Aujourd'hui, les produits de protection des cultures les plus avancés sont beaucoup plus ciblés que ne l'était le DDT en 1950. Eh bien, l'agriculture biologique, c'est vraiment pas du tout ciblé. On utilise des biocides qu'on connaît depuis d'ailleurs des siècles. Donc, si vous voulez, malheureusement, d'abord, j'appellerais pas ça un modèle de société. C'est pas parce que vous faites de l'agriculture biologique versus de l'agriculture productive raisonnée que vous changez le modèle de la société. Mais en tout cas, ça ne peut pas être une solution telle quelle. Voilà. Alors après, je ne nie pas que d'utiliser les insectes comme source de protéines, d'utiliser les algues, d'utiliser les cultures piscicoles ne sont pas des ressources qui sont à prendre en compte pour avoir des sources de protéines intelligentes. Voilà. Mais au fond du fond, on en revient toujours à la même chose. Et le débat sur les abeilles, c'est exactement ça. En France, on a interdit un certain nombre de produits insecticides sur les abeilles depuis maintenant pratiquement 5 ans. Et on n'a vu absolument rien dans la modification de la mortalité des ruches par rapport à ce qui se passait avant. Ces insecticides qui sont utilisés dans 80 ou 90 pays homologués, on a également dans certains pays, on le sait, des baisses de population des abeilles. Et les chercheurs, là encore, la science qui est faite, parce qu'aux États-Unis, il y a exactement le même problème, les résultats des chercheurs, c'est de dire... Bon, on est absolument persuadé que c'est extrêmement multivectoriel et que c'est probablement lié soit à des bactéries, soit à des virus qui sont portés par d'autres acariens, etc. Et que la mortalité des abeilles ne peut pas être comme ça parce qu'on a décidé politiquement en France que c'était des insecticides qui tuaient les abeilles, que c'était ça, si vous voulez. Donc, je pense que le syndrome du Monsanto 810 qui se met à tuer les abeilles, c'est parce que comme on a retiré les produits chimiques qui étaient avant accusés et que ça n'a rien changé, ben maintenant, ça va être le Monsanto 810. Mais je pense que la science doit revenir sur le devant de la scène. Ça ne veut pas dire que le politique n'a pas sa place, mais la science doit revenir sur le devant de la scène et pas les émotions à un moment donné, et on doit garder auprès des agences qui sont responsables d'homologuer des produits. Comment voulez-vous que le consommateur ait confiance en quoi que ce soit si on commence par lui dire les agences qui homologuent vos produits, que ce soit pharmaceutiques, alimentaires ou agricoles, ne valent rien. D'ailleurs, le politique met en question le résultat que ces agences disent, comme l'a très bien montré Marcel. C'est absolument impensable. Vous ne pouvez pas dire, moi, politique, je nomme des scientifiques qui ont toutes les compétences pour juger si un produit, quel qu'il soit, doit aller sur le marché, au niveau de l'Europe, au niveau de la France, et ensuite je décide que, alors qu'ils ont décidé blanc, ben moi je vais dire que c'est noir. Bah, c'est pas possible, si vous voulez, parce que vous décrédibilisez complètement des agences et le consommateur ne sait plus vers quoi se tourner. J'aurais aimé mieux comprendre pourquoi certains OGM sont hybrides et d'autres OGM ne sont pas hybrides. Je veux dire, est-ce que c'est une nécessité pour des raisons de biologie ou est-ce que c'est une décision économique ou politique? Je veux dire par là, une plante qui est hybride, on a l'impression que d'un certain côté, c'est une garantie contre la dissémination, laquelle dissémination n'est pas forcément un danger en plus, mais par ailleurs, ça oblige les agriculteurs à racheter des semences tous les ans, ce qui peut-être ne pose aucun problème dans des pays développés, mais en pose peut-être dans des pays sous-développés, qui n'auront pas forcément les moyens des pays développés, dans lesquels, à propos, l'agriculture est fortement soutenue par le pouvoir politique, ce qui crée aussi d'autres problèmes sur la répartition des terres cultivables, etc. Mais donc, est-ce que ces plantes hybrides, elles le sont pour des raisons de technique, de biotechnologie, ou pour des raisons de commerce ou de politique, je ne sais pas. Je vais laisser répondre, mais juste un point important, c'est que la plante hybride va disséminer son pollen tout autant qu'une plante non hybride. Alors, si vous voulez, il faut complètement dissocier la notion d'hybride et la notion d'OGM.
les hybrides existent en agriculture depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un certain nombre de plantes qui ont été transformées en hybrides. C'est tout simplement pour une raison très claire, c'est que, et en génétique mendélienne, de sélection normale, avant même qu'on ait parlé de manipulation génétique, c'est très très simple, c'est que ces plantes, par sélection, on arrive à des plantes qui sont des plantes qui ont des caractéristiques de productivité, de rendement, de résistance aux maladies qui sont très fortes. Bon. Et donc ces hybrides sont formés et effectivement, bon, ensuite vous pouvez très bien les replanter. Le problème, c'est que vous perdez le potentiel pour lequel vous avez, au premier abord, au premier chef, acheté la semence. Bon. Et on n'arrive pas à le faire en lignée normale. Je veux dire, il faut arriver par hybridation à ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe en dehors des OGM. Les OGM, ensuite, sont arrivés, et quand on a décidé d'introgresser des gènes dans le maïs, il se trouve que toutes les variétés aujourd'hui de maïs qui existent, quand vous allez en Europe, quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez au Brésil, ce sont des variétés hybrides. Pourquoi? Parce que les fermiers, depuis les années 50 aux États-Unis, mais depuis les années 65-70 en France, achètent chaque année des semences de maïs hybrides parce qu'ils s'y retrouvent économiquement. Vous achetez ça parce que vous savez que vous avez une certaine productivité de votre semence qui vous amène effectivement en tant qu'agriculteur, des revenus qui vous permettent de vivre. Et si vous replantez ça, eh bien, vous allez devoir malheureusement continuer à mettre des engrais, à protéger votre culture des insectes, etc., mais vous n'aurez plus le rendement. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, encore une fois, les OGM se sont intéressés aux plantes, que ce soit sur le blé, qui n'est pas encore hybride, il y a certaines variétés de blé hybride, mais c'est très rare, ou sur le soja, qui n'est pas hybride, ou sur le coton, qui n'est pas hybride. Il y a des gens qui pensent faire du coton hybride pour arriver à certaines caractéristiques de coton, mais autrement, et puis sur le maïs, qui est une plante hybride, si vous voulez. Donc, l'hybridation est quelque chose qui est une caractéristique agricole qui existe depuis des décennies en agriculture, et qui touche certaines cultures, et qui n'en touche pas d'autres. Voilà. Mais le soja, aujourd'hui, vous n'avez pas d'hybride de soja. Avant même qu'il y ait les OGM, le soja n'était pas une plante hybride et ne sera pas une plante hybride. C'est une plante qui a un certain nombre de caractéristiques et qui se multiplie normalement. Et il se trouve qu'on a introgressé des OGM dans du soja sans que ça soit hybride. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, où on met les brevets sur le vivant, Monsanto, à une certaine époque, alors ils ont arrêté, mais à une certaine époque, quand il y avait des agriculteurs qui avaient du soja OGM non hybride, ben, ils prenaient les semences et ils les ressemaient. Et Monsanto était obligé de faire le tour des exploitants en leur disant « Dis donc, toi, tu as ressemé de mon maïs, donc tu vas me payer une royalty, sinon je t'attaque. » Bon, ce qui était complètement ubuesque, d'accord? Donc on a du soja aujourd'hui qui a des OGM, mais qui n'est pas hybride. Et vous pouvez replanter, encore une fois, la semence, mais vous vous exposez aux États-Unis à des poursuites de Monsanto qui va vous dire « Mais monsieur, vous avez une propriété intellectuelle là-dessus. Moi, je suis le propriétaire de cette propriété intellectuelle. Par conséquent, vous me devez... Vous pourrez faire des maïs non hybrides que les agriculteurs font c'est très compliqué. Il y a des maïs sauvages, des variétés mexicaines, des variétés latino-américaines, mais les productivités sont nulles. Comme le maïs sert essentiellement au bétail, vous êtes obligé d'avoir une certaine productivité. Donc aujourd'hui, on peut dire que là où il y a des terres cultivables, le maïs est essentiellement une plante hybride. Il faut comprendre qu'une plante hybride qui est rachetée chaque année fournit un revenu au semencier qui donc est incité à continuer à faire de l'amélioration variétale. Si on ne lui rachète pas sa semence, il n'a aucune incitation à investir puisqu'il ne rentrera pas dans l'investissement. Donc la plante hybride, effectivement, aura des qualités de productivité, etc., mais pas nécessairement uniquement parce qu'elle est hybride, mais aussi parce qu'elle aura été travaillée pendant des années pour améliorer des nouvelles variétés. Donc c'est un peu un jeu gagnant-gagnant, mais qui évidemment est contesté par ceux qui veulent rester complètement indépendants de cette intégration dans l'économie. Et le dernier point, c'est qu'un maïs hybride, c'est facile de faire des hybrides parce que vous avez la fleur mâle et femelle qui sont séparées.
vous castrez une des lignées qui va être la lignée femelle qui va recevoir le pollen de l'autre et vous récoltez les graines hybrides sur la variété femelle qui a avant été castrée. Vous ne pouvez pas faire ça quand la fleur est composée des organes mâles et femelles en même temps. À ce moment-là, il faut un mécanisme génétique qui va créer ce qu'on appelle la stérilité mâle. Merci beaucoup pour vos explications. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y a une volonté, une politique de la France et peut-être aussi de l'Europe pour freiner des quatre fers sur l'acceptation des OGM et peut-être de la biotechnologie de manière générale. Cependant, il faut faire cette seconde révolution verte. Et je voulais savoir comment l'Europe va-t-elle ou la France va-t-elle concilier ces deux pôles un peu opposés? Quel est le futur de l'Europe à ce niveau-là? Ici, elle continue quand même de financer toujours de la recherche publique ou privée afin de développer des nouvelles biotechnologies ou des OGM. Je ne sais pas quel est le futur. Moi, je ne suis pas spécialement optimiste parce que je n'ai pas l'impression que la façon dont on gère, finalement les pouvoirs publics gèrent des grandes questions, soit vraiment avec un cap à long terme. J'ai l'impression que c'est plutôt à court terme la prochaine élection qui forcément va avoir lieu dans quelques mois et qu'on n'est pas dans une capacité de gestion à long terme. C'est probablement des limites de la démocratie telle qu'on la conçoit actuellement. Évidemment, je suis un démocrate, mais quelque part, il faut aussi constater ses limites. Et je ne vois pas de solution miracle à ce que des gens qui viennent d'être élus prennent en considération une politique à long terme, l'intérêt général, plutôt que des intérêts partisans. Je vois très peu d'hommes politiques qui, dans la période récente, ont montré cette capacité. Oui, alors moi j'ai probablement à cause de mon éducation un peu américaine, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc j'accepte complètement ce que Marcel Kuntz vient de dire, c'est-à-dire qu'un certain scepticisme vis-à-vis du politique. Je pense cependant que j'ai bon espoir, si vous voulez, que après cette vague, qui est une vague au niveau de l'Europe et notamment de la France, et l'Europe, ce qui s'est passé en France avec le Monsanto 810, les compromis au niveau de l'Europe existent aussi. Hein. Donc il n'y a pas un consensus total au niveau de l'Europe sur ceux qui sont pro-OGM et ceux qui sont anti-OGM. Mais c'est vrai que c'est très 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 compliqué et très très long. Bon. Je pense sincèrement que quand on va parler de plantes, et ne pensons pas simplement OGM, mais de technologies innovantes qui vont permettre aux plantes de ce que j'ai parlé en deuxième révolution verte, c'est-à-dire de pouvoir mieux résister à l'environnement ou d'être mieux adaptées au micro-environnement dans lequel elles sont, ce qui est un processus complètement différent des premières générations d'OGM qui ont été perçues par le public comme finalement ça sert l'agriculteur, l'industriel, mais moi je m'y retrouve pas. Eux ils font de l'argent, moi je suis en dehors du coup, ça m'apporte rien. Si vous voulez. Quelle est la valeur ajoutée pour le consommateur des premières générations d'OGM? Aucune. Le fondamental, c'est quand on va arriver sur des choses qui vont toucher les traits de qualité, qui vont toucher un certain nombre de caractéristiques qui sont perçues beaucoup plus positivement par le consommateur, il est probable que vous aurez une autre réaction de la société. Et en tout cas, je le crois. Et je veux y croire d'une façon optimiste, parce que je vous rappelle que la France est le premier pays agricole de l'Europe, que l'Europe est un pulse fondamental dans l'agriculture mondiale, et que si l'Europe ne prend pas ces technologies, eh bien, d'ici 10 à 15 ans, c'est certain qu'on aura un déphasage par rapport au reste du monde qui prend ces biotechnologies. Je pense qu'il faut de la bonne science, il faut que les États, à partir d'une bonne science, mettre sur le marché de la bonne science et que, comme je l'ai expliqué, parce que dans nos sociétés privées, c'est ce qui se passe quand on prend des sociologues pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe, eh bien, au niveau de la société, il faudra effectivement faire de la communication. Et jusqu'à présent, c'est vrai que le politique n'a pas été très fort dans le domaine, dans aucun domaine, enfin dans le domaine de la communication. Donc moi, je crois que le consommateur est intelligent, je crois qu'il peut entendre des discours, je crois qu'il peut changer d'avis, et à partir de là, on peut avancer.
dans des autres pays, les scientifiques sont beaucoup plus proches aux politiciens par rapport à ce qu'on voit en France. En Allemagne, aux États-Unis, il y a un dialogue plus ou moins continu entre les scientifiques et les politiciens. Donc les politiciens sont mieux informés finalement sur les éléments scientifiques. Est-ce que le public a confiance envers les scientifiques? Dans les sondages, ils montrent plus de confiance dans les scientifiques que dans les politiques. Donc là, on est un peu rassuré de ce côté-là. J'avais une question pour le premier intervenant par rapport au potentiel d'augmentation des rendements. Lorsque vous expliquiez qu'on passe de 100% à 30%, puis à 40% avec la première révolution verte, 60%, pardon, donc il y a encore ce gap de 40%. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez affiner en fonction des espèces dont on parle, en fonction des pays, etc. Il est certain que ce que je vous ai donné, c'est un exemple, en fait, mais c'est très classique, hein, c'est pour le blé, ça se passe en France, vous pouvez faire ça, c'est très très facile, et vous en apercevez, mais ça dépend de la variété que vous utilisez en blé, mais si vous passez du blé à la tomate, ça sera différent. Mais de toute façon, ce que l'on sait, et ça on en est absolument certain, c'est la disparité sur une toute petite parcelle de productivité en fonction de l'état du sol, de l'état du climat, etc. C'est-à-dire que les facteurs externes, sol, climat, sécheresse, capacité de pomper des nutriments, etc., sont extrêmement variables. Et à partir de là, on sait que ce n'est pas simplement en rajoutant des engrais et en rajoutant encore plus de produits de protection des cultures qu'on arrivera à combler ce gap. Et ce gap, il peut être soit de 40%, soit de 20%, soit de 30%. Ça, c'est complètement différent. Si vous prenez, par exemple, des cultures dans les pays développés, je vous ai dit également que c'est vrai qu'elles étaient en général mieux protégées. Si on fait la même chose dans un pays émergent, ça ne sera probablement pas les mêmes pourcentages. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'aucune variété aujourd'hui de plantes dans la nature, si vous voulez, dans un champ, n'arrive au potentiel optimal de productivité que la génétique mendélienne, non génétiquement modifiée, la génétique de la variété peut donner. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que c'est comme une voiture, vous la conduisez à 100, mais elle peut aller à 140. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour les interventions. Et donc j'ai deux questions, très précises. En fait, c'est par rapport à la courbe que vous avez montrée pour la productivité après la première révolution industrielle qui est en train de baisser. Je voudrais savoir qu'est-ce que sont les facteurs. Oui, baisser le plateau, qu'est-ce que sont les facteurs qui amènent à cette baisse. Et l'autre, en fait, c'est une réflexion un moment, parce que je comprends tout ce problème de la deuxième révolution industrielle, verte, c'est en fait par rapport à le problème alimentaire. Et donc, vous avez bien montré en fait que le problème de la disponibilité de terre et d'eau, en fait, il y a un problème dans les pays en développement, et en fait, il y a un surplus, entre guillemets, dans les pays développés. C'est ça que vous avez montré. Donc, je me pose la question, est-ce que donc cette révolution verte, normalement, elle devrait produire plus de biens alimentaires pour les pays en développement. Mais il ne peut pas être produit directement dans les pays en développement, vu qu'il va y avoir une baisse de disponibilité par habitant dans le futur. Donc, je me pose un problème, ça peut être vraiment la solution par rapport à l'effet que, par exemple, disons, la suralimentation, quand on ne peut pas avoir accès à des aliments, notamment, c'est souvent lié par le manque, parce qu'il n'y a pas de productivité, mais parce qu'il n'y a pas de capacité d'achat chez les pays en développement. Et la production des aliments dans les pays développés, il va influencer, disons, les revenus des gens dans les pays en développement. Donc je me pose la question, vous que ça doit être, c'est un peu le drapeau de dire c'est les pays développés qui doivent sauver le monde. Bon, c'est difficile de penser qu'ils vont le faire à niveau social, il va y avoir un côté de profit derrière. Et il y a un peu un problème, je pense, de perturber les équilibres des pays en développement. Et notamment l'effet que vu que la problématique alimentaire c'est lié à la possibilité d'acheter les biens alimentaires et pas la productivité directement, dans toutes les études, les famines dans le monde qui sont passées depuis les années 1950. De plus, et c'est ça, c'est vraiment la solution, ou c'est en principe la solution, sans prendre en compte les inégalités socio-économiques, les relations, parce que je trouve que
ça serait intéressant ce que vous dites comme solution si on pourrait penser, bon, on produit une technologie, on la vend une fois à un pays en développement et l'achète va produire chez lui. Bon, vous qui va être définitivement dépendant chez nous, je ne comprends pas si c'est vraiment la solution. Merci beaucoup. Effectivement, c'est quelque chose qui est difficile effectivement à admettre, et ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que vous faites, et à juste titre, le parallèle entre pays développés et pays en développement. Alors moi, je vous parle de la géographie de la planète. Il se trouve que la géographie de la planète a fait que l'eau et les terres riches se trouvent là où sont les pays développés, et que malheureusement les pays émergents ont moins d'eau et moins de terres arables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver avec l'agriculture et les productions alimentaires, et c'est le cas aujourd'hui, hein, parce que même aux États-Unis ou en Europe, nous ne sommes pas autosuffisants. C'est-à-dire que nous exportons, mais nous importons également. Hein. Il ne faut pas croire qu'en Europe, tout le monde se nourrit avec ce qui est européen. Il y a des tas de choses qui sont importées de l'étranger. Peut-être d'ailleurs trop de temps en temps. On n'a pas besoin excusez-moi, mais de manger forcément des fruits qui viennent du Chili ou qui viennent d'Israël hors saison. C'est peut-être pas très intelligent. Donc il y a une discipline, encore une fois, que nous devons observer. Mais c'est vrai, je le pense sincèrement, quand je dis que l'autosuffisance de l'Asie, de l'Afrique et d'une partie du reste du monde ne sera pas possible. Et que donc, il faudra que les pays développés envisagent de produire plus et d'aider ce qui existe déjà dans les semences qui sont envoyées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'empêche pas, et ça existe déjà au niveau de certaines sociétés, qui transfèrent des technologies sur un certain nombre de pays qui sont en voie de développement et qui les transfèrent sans les facturer ou sans les payer. Exactement comme on donne aujourd'hui des médicaments aux pays en voie de développement qui ne peuvent pas en avoir accès, ou on leur donne la possibilité d'en produire. Mais je pense qu'il faut faire une grande différence qui est fondamentale entre les cultures vivrières de proximité et la façon de nourrir le monde. C'est-à-dire que moi, je suis absolument partisan d'une agriculture qui est également une agriculture vivrière où on respecte les saisons, et ça peut exister en Afrique comme ça peut exister en Europe. À partir de là, il faudra trouver, et ça j'en suis convaincu, un système de fonctionnement qui existe déjà dans beaucoup de parties de l'industrie. Dans l'énergie, jusqu'à preuve du contraire dans l'énergie, si vous voulez, il y a une répartition planétaire de l'énergie qui est complète, ou de certains minéraux, qui est complètement inégale, entre guillemets. Bon, eh bien, à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi ce qu'on fait au niveau des semences, ce qu'on fait au niveau, et ce qu'on peut faire demain au niveau des produits alimentaires n'existe pas. Ça existe déjà. Je le répète, la Chine dépend grandement du Brésil. Et la Chine n'est pas complètement idiote, elle n'achète pas au Brésil pour rien. Elle continue à acheter des poulets au Brésil parce que le poulet brésilien amené en Chine lui coûte moins cher que le poulet qu'elle produit elle-même en Chine. Bon, donc l'indépendance vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis de l'énergie, vis-à-vis de l'agriculture, ça relève de la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné que l'ordre du monde soit tel que l'on puisse échanger effectivement sur les produits agricoles. Vous, la solution que vous proposez, en fait, il y a la base de l'idée de libéraliser en fait, les échanges agricoles entre différents pays librement. Vous, comme ça, moi, je peux, en tant que pays développé, je peux envoyer mes aliments à les pays en développement. Mais en fait, il y a pas mal d'études qui montrent comment fait les petits producteurs dans les différents pays, qui sont lesquels qui vont à souffrir en fait pour disons, la femme qui doit acheter à manger. En fait, normalement, produisent la nourriture, on ne peut pas l'acheter. Parce que les aliments envoyés dans les pays en développement perturbent le prix des aliments qu'ils produisent sur place. Donc vous que vous proposez une solution qui pousse vers cette direction-là, c'est difficile de penser que ce soit la solution. Je suis tout à fait d'accord, mais vous que dans le futur, la quantité de terre et d'eau par habitant dans les pays en développement va diminuer, ça c'est simplement une petite partie de la solution qui va se réduire dans le temps. Donc le poids, c'est pas clair si c'est vraiment une solution, vous voyez. Non, c'est une petite partie de la solution, le reste ce sont des... Mais donc le coût des aliments va être... Oui, mais donc le coût des aliments va être dominé pour la première partie de la solution. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais ça va être de plus en plus. Le maïs, les prix de certaines communautés, le prix du maïs a explosé il y a à peu près 3 ans. Mais littéralement explosé.
Est-ce que vous croyez que c'est parce que la Chine manquait de viande rouge, parce que non, non. Ça a explosé parce que les produits de première génération, les bioéthanols de première génération, avec des investissements usines, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ont été faits pour remplir les réservoirs des voitures des pays riches. Bon, ça, c'est des trucs qui sont absolument, qui ne peuvent pas être pérennes. Ça ne peut pas être pérenne, si vous voulez. C'est pour ça que je vous ai dit que de prendre du sol aux cultures vivrières ou aux cultures destinées à l'alimentation animale ou à l'alimentation végétale pour des bioénergies de première génération est une ineptie totale. Il faut arriver à des produits de deuxième génération qui utiliseront des produits végétaux qui ne sont pas en concurrence avec ça. Alors ça pose des tas d'autres problèmes parce que quand on fait des usines comme ça, il faut des usines de taille énorme et avec des capacités de production énormes. Donc la collecte de ces produits végétaux coûte une fortune. Donc on n'a pas encore résolu le problème. Mais ça, c'est des trucs qui sont inacceptables. Si on continue comme ça, on ne s'en sortira pas. C'est vrai. Donc moi aussi, je plaide pour une société qui soit plus humaine et plus démocratique.